Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission francophone et française de Radio Bandiera. Ce soir, Monsieur PGL est à la barre et il va vous parler, en l'aide de son invité du soir, d'une figure un petit peu oubliée de nos jours, mais qu'il est intéressant de réhabiliter à plusieurs titres. Tout d'abord au titre de la mémoire que nous devons garder de cette guerre civile européenne qui a ensanglanté notre continent et dont nous célébrons en quelque sorte presque l'apothéose cette année avec les massacres fratricides de Verdun. Et nous allons parler d'un officier exemplaire de notre armée qui est tombé lors des prémices, des débuts de cette longue bataille. Et ensuite, nous allons parler de cet homme qui a eu un autre visage, qui a été aussi un écrivain curieux, singulier, visionnaire à plus d'un titre, sur des anticipations qu'il a magnifiquement narrées sur un mode épique. J'ai nommé Émile Drian, alias, certains l'auront peut-être déjà deviné, le fameux capitaine d'Henriette, qui était cher d'ailleurs à quelqu'un aussi qui nous est particulièrement cher également, Feu Maître Jean Mabire, qui lui a consacré un ouvrage posthume publié il y a quelques mois, intitulé Drian d'Henriette aux éditions Le Polémarque. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Bosserel. Lionel, bonsoir. Bonsoir, monsieur PGL. Alors Lionel, vous êtes éditeur et vous avez eu la brillante idée de rééditer très récemment dans un luxueux coffret en aluminium, s'il vous plaît. Vous allez un petit peu vous expliquer le pourquoi de cette démarche tout à l'heure. Donc vous avez eu la lumineuse et excellente idée de rééditer un des ouvrages maîtres, un des ouvrages de titre du capitaine d'Henriette, à savoir L'Invasion noire, en 4 volumes, une belle réédition intégrale, sur laquelle nous allons revenir, et notamment à propos duquel nous allons mettre en avant les aspects justement curieusement et visionnaires. Alors, que pourrions-nous dire à nos auditrices et auditeurs pour un petit peu introduire la figure d'abord de ce personnage, de ce guerrier d'une certaine France. Donc j'ai nommé Émile Augustin Cyprien Drian. Alors, tout d'abord, il faut situer chronologiquement le personnage. Il est né le 11 septembre 1855 et il entre à Saint-Cyr, donc l'école d'officiers de l'armée française, en 1875. Donc c'est quelqu'un qui aurait dû être profondément marqué par la défaite de la guerre de 70-71 et qui aurait dû être furieusement anti-allemand, comme toute une génération de Français. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça n'a pas été le cas. Alors, il est mort sous les balles allemandes au tout début de la bataille de Verdun, puisque ce sera l'anniversaire dans les jours qui viennent, puisqu'il est mort le 22 février 1916, au 2e jour de l'offensive allemande, qu'il a enrayé. C'est grâce à lui qu'il y a eu la bataille de Verdun, puisque s'il n'avait pas été là avec ses chasseurs, on dit aujourd'hui, les historiens disent aujourd'hui que la bataille de Verdun était faite pour fixer des troupes, pour faire des pertes, pour épuiser l'armée française. Alors, dans cette perspective, on ne peut pas dire Drian a sauvé le front, il a bloqué les Allemands, si on considère qu'il ne voulait pas passer. Mais enfin, c'est un peu comme au rugby, quand on fait un maul pour fixer l'adversaire, pour pouvoir après ouvrir le jeu, si l'adversaire ne vient pas se fixer sur ce maul, s'il n'est pas présent, on avance, on fait la valise et on va derrière la ligne. Donc on peut quand même considérer que même si les Allemands voulaient avant tout faire concentrer dans cette région des troupes françaises pour les épuiser, malgré tout, s'il n'y avait pas eu des gens pour les bloquer, ils seraient passés. Donc il faut quand même reconnaître à Drian et à ses chasseurs le haut fait d'armes du début de la bataille de Verdun. Parce que sans eux, les Allemands passaient, et c'était la même histoire que d'habitude. Le gouvernement se retrouvait à Bordeaux. C'était la débâcle. Donc, il est mort sous les balles allemandes, mais toute sa vie, ce qui l'a plus inquiété, l'ennemi héréditaire, pour lui, ce n'était pas l'Allemagne, c'était l'Angleterre. Voilà. Alors, si vous permettez, Lionel, je pense qu'on va revenir un petit peu en arrière sur justement l'enfance
et la geste de Drian. Hein. Je crois que c'est toujours intéressant de cerner, d'ailleurs comme le faisait Jean Mabir à l'époque, dans ses fabuleux portraits qu'il avait tracés pour les recueils Que lire. Donc tracer un petit peu les origines, le milieu d'origine de Drian. Donc c'est un fils de magistrat de province, qui est né donc dans l'Aisne. Vous l'avez précisé, le 11 septembre 1855. D'ailleurs, il est né le jour de la prise de Sébastopol par les forces franco-britanniques lors de la fameuse guerre de Crimée. Et voilà, de la Crimée, on a toujours d'actualité d'ailleurs, de cette manière. Et c'est un homme, c'est un jeune homme donc, si je me souviens bien ce que disait Jean Mabir, dont l'imaginaire va être très tôt marqué par les souvenirs de la grande armée de son grand-père. Son grand-père avait servi dans la grande armée de Napoléon, donc déjà on a un jeune homme dont l'imaginaire est éminemment guerrier. Et cet imaginaire guerrier qui va conjuguer à travers des lectures de la bibliothèque familiale, des soldats de plomb, comme on le faisait à l'époque, va aussi se développer lors d'une scolarité un petit peu tourmentée, on va dire. C'est un élève indiscipliné, batailleur, mais talentueux. Et il remporte d'ailleurs à cette occasion la première place du concours général d'histoire-géographie, donc ce qui marquait déjà un personnage. Donc on a un garçon, on a un adolescent comme on dirait aujourd'hui, donc on a un jeune homme qui visiblement a un imaginaire marqué par les grandes pages de gloire de notre histoire et se destine plus à une carrière militaire qu'à une carrière de juriste, comme le ressasait son père, d'une certaine manière. Oui, évidemment, le goût des armes est passé dans le sang, et c'est un guerrier né. Toute sa vie sera orientée sur les questions de défense, avec le souci d'anticiper les évolutions technologiques en matière militaire, en matière stratégique. Et c'est quelqu'un qui aurait pu, dans d'autres circonstances, vraisemblablement être ministre de la guerre parce qu'il s'est intéressé vraiment au fond des choses. Il ne s'est pas contenté de faire sa carrière. Et il a vraiment réfléchi au fondement des questions de défense, à leur évolution. Et il a d'ailleurs, après avoir fait Saint-Cyr, il y a été instructeur. Et puis il a, sur la fin de sa vie, on y reviendra plus tard, mais une fois qu'il a été élu député de Nancy, il a participé à la commission je ne sais pas si on disait de la défense à l'époque, mais enfin... la guerre, c'est le ministère de la guerre à l'époque. Oui, mais la commission de l'Assemblée, je ne sais pas quel titre elle portait, enfin bon, la commission de l'armée, voilà, tout simplement. Il a participé à ces travaux et donc il a réfléchi à donner à l'armée les moyens qui lui étaient nécessaires pour remplir sa mission. Voilà. Donc, nous revenons un petit peu en arrière donc, pour préciser qu'il rentre à Saint-Cyr à 20 ans. Et 2 ans plus tard, il sort classé 4e sur 400. Donc, belle performance. De cette manière, donc, il décroche aussi une licence donc, de lettres. Et surtout, très vite, il va faire part d'état de service exemplaire. On le décrit d'ailleurs dans un rapport fait à destination supérieure, petit mais solide, santé à toute épreuve, très actif et toujours prêt, monte fort bien à cheval et a un goût très prononcé pour l'équitation, très intelligent, a devant lui le plus bel avenir. Voilà. On verra que peut-être les faits ne vont pas totalement confirmer ces propos élogieux de la part de ses supérieurs de l'époque. Donc très vite, donc, il obtient sa première affectation, il obtient surtout une affectation en Afrique du Nord. Et là, je crois que vous allez peut-être revenir là-dessus, Lionel, une première étape aussi de sa carrière militaire, c'est de devenir l'officier d'ordonnance d'un personnage qui va faire parler de lui durant cette période, c'est-à-dire à la fin des années 1880. Il devient l'officier d'ordonnance du fameux général Georges Boulanger. Oui, alors le général Boulanger, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'homme qui a incarné les espoirs à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche de l'époque. Une espèce de synthèse anti-système. C'était l'homme, pour la République, c'était l'homme à abattre, quoi. Je sais pas, il n'y a pas de comparaison aujourd'hui, malheureusement, mais il a eu derrière lui d'anciens communards, des nationalistes, une espèce de cours des miracles d'agitateurs politiques. Et il a été donc, à un moment,
il commandait les troupes françaises en Tunisie. Et c'est à ce moment-là que Drian a été nommé ordonnance de ce général. Et il a épousé sa fille. Et ça a marqué d'une manière durable son destin, puisque ça va bloquer sa carrière militaire. Et ça va faire de lui, dans l'armée où toutes les choses s'enchaînent mécaniquement avec les années d'ancienneté, le nombre de campagnes, toutes ces choses-là. Lui, il sort complètement du système. Ça revient souvent dans ses romans parce que bon, le moment est peut-être venu de dire qu'il a... parce qu'on parle de sa carrière militaire et bon, on ne parle pas encore de sa vie d'écrivain, mais bon, il a beaucoup écrit. Plus que combattu. Et donc, ce blocage de sa carrière, ça revient fréquemment dans les personnages d'officiers qu'il met en scène dans ses romans. Il est souvent question d'officiers de valeur qui n'ont pas l'avancement qu'ils souhaitent, etc. Dès qu'il peut le placer dans la vie d'un de ses personnages, il le fait. Ça a été, à mon avis, une grande frustration pour lui, parce que c'était quand même quelqu'un d'une valeur extrême, et je pense que ça a été une grande perte pour le pays que des questions politiques et partisanes bloquent son avancement. C'est très dommage, puisque après il est revenu par la petite porte avec son élection de député pour remettre son nez dans les affaires de défense, mais c'est quelqu'un qui avait des idées novatrices sur ces questions, qui était totalement investi. C'était un homme d'action, mais aussi un intellectuel. Je crois qu'il y a des gens qui appellent ça un intellectuel organique. Donc, ça a été une grande perte pour la France que sa carrière soit bloquée pour des questions politiques. Voilà. Pourtant, tout avait fort bien commencé. Hein. Boulanger avait été nommé ministre de la guerre en 1886, donc il avait suivi Boulanger à Paris. Et ils avaient des réformes extrêmement intéressantes dans une armée française qui ronronnait un petit peu, même si on était dans la perspective de la revanche sur l'Allemagne pour récupérer les provinces perdues, dont l'Alsace et la Lorraine. Rappelons à nos plus jeunes auditeurs que cette fameuse guerre de 1870-1871, c'était la fameuse guerre franco-prussienne, au terme de laquelle sera proclamé dans la galerie des glaces de Versailles l'Empire allemand, le Deuxième Reich, sous la souveraineté du roi de Prusse, Guillaume Ier, qui devient empereur. Voilà, donc il y a cet esprit de revanche. Mais ce qui est intéressant à remarquer, et vous l'avez souligné, Lionel, c'est que justement cet homme se démarque aussi sur le plan politique un petit peu de certains écueils de l'époque, notamment un patriotisme un peu trop cocardier ou ce qui s'esquisse déjà comme le nationalisme intégral de Maurras. Donc c'est un ami de Paul Déroulède de la Ligue des Patriotes, qui l'aidera à décoller dans sa première carrière politique lorsqu'il se fera élire député. Mais aussi, c'est quelqu'un pour lequel la France n'est pas le cadre, le cadre national n'est pas un aboutissement pour lui, mais c'est une étape vers aussi une certaine vision de l'Europe. Et on pourrait revenir tout à l'heure à travers les anticipations qu'il a pu tracer dans ses ouvrages. Donc effectivement, ce qui va vraiment le marquer, comme vous l'avez souligné, c'est qu'en fin de compte, sa carrière va être brisée. Par ce compagnonnage singulier avec Boulanger. Vous savez que cette affaire Boulanger se termine un peu à Nod de Boudin, avec après celui qui avait été surnommé le général Revanche, qui avait fait un petit peu les gorges chaudes de toute la belle société parisienne. C'est un homme qui avait une grande prestance d'ailleurs, on décrit. Boiteux, après une blessure qu'il avait subie près des pavillons noirs en Indochine, mais un homme blanc, une belle prestance. On le voyait dans les fameux défilés du 14 juillet. Mais ensuite va finir sa vie en se suicidant de dépit, de chagrin sur la tombe de sa maîtresse. Donc, ce qui va un peu briser le mythe, mais d'ailleurs qui ramène à des figures récurrentes de notre histoire. C'est-à-dire cet homme providentiel, souvent venu du milieu militaire, sur lesquels les Français aiment bien parfois se reposer. On en aura d'autres aperçus au XXe siècle, avec Pétain et De Gaulle. Donc, on a cette figure à laquelle, justement, Boulanger s'est rattaché, et bien sûr, comme vous l'avez précisé, a été lié par les liens du sang, ayant épousé sa fille en 1887. Donc carrière brisée, de plusieurs fois sous le tableau d'avancement, mais non. On est en plus dans le contexte aussi de l'affaire des fiches. Vous pouvez revenir un petit peu sur l'affaire des fiches, Lionel, et ce contexte particulier? Oui, alors, il y a un ministre de la guerre qui était un militaire, le général André, qui était franc-maçon. C'est le début du XXe siècle.
l'anticléricalisme est un courant politique fort, hein, puisque bon... Et la laïcité aussi, voilà. Les lois sur la laïcité, voilà. Oui. La question de la laïcité. Oui, c'est la séparation de l'Église et de l'État, etc. C'est là qu'on expulse les religieux de leur bâtiment, puisque les bâtiments dorénavant ne leur appartiennent plus. Enfin bon. Et donc ce général André, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé après en Union soviétique. Il y a une épuration des cadres de l'armée. Il demande aux officiers, il demande secrètement aux officiers francs-maçons de noter dans leur régiment, d'observer et de ficher les officiers qui vont à la messe le dimanche. Et ce fichier sert à les écarter de l'avancement pour purger l'armée de ces éléments réactionnaires. Voilà. Donc, Drian, évidemment, prend ça très mal. C'est la fin de sa carrière militaire, hein, tout simplement, puisque 1905, voilà, il sort. Sa démission est effective au 1er janvier 1906. Et là, il fonde une ligue antimaçonnique et avec une section féminine qui s'appellera la Ligue de Jeanne d'Arc. Voilà, ça situe un peu le milieu, l'ambiance. Et donc, au 1er janvier 1906, il est rayé des cadres, il n'est plus militaire, et il entreprend une carrière politique. Il redeviendra militaire après, au début de la Première Guerre mondiale. Il s'enrôlera volontairement pour résister à l'offensive allemande. Voilà, donc il devient militaire, il va se consacrer uniquement à sa carrière politique et à sa carrière d'écrivain. Hein. Donc, il a été élu député de Nancy. Et justement, bon, il va défendre une ligne à la fois nationale et sociale, ce qui le rend aussi d'autant plus intéressant pour nous. Et de cette manière, ce n'est pas un nationalisme cocardier, étroit, purement revanchard, même si bien sûr, comme bon, la plupart de ses camarades de l'époque, il y a une idée de revanche légitime. Hein, en tout cas, d'une certaine manière, il y a l'Allemagne, mais il n'y a pas une haine anti-allemande d'ailleurs. Il n'y a pas une germanophobie qui était extrêmement répandue à l'époque en France et ailleurs. Il y a au contraire l'idée d'aller au-delà. Par contre, comme vous l'avez souligné, et nous pourrons aussi y revenir tout à l'heure à travers l'examen de son œuvre de fiction, il y a une anglophobie très prononcée. Et ce ne sera pas forcément sans nous gêner de certaine manière, mais aussi qui correspond à l'ère du temps. Rappelons aussi que l'ère du temps, c'est l'affaire Dreyfus, hein, qui va entacher l'armée durablement auprès d'une bonne partie de l'opinion. Il y a l'affaire aussi de Fachoda, hein, donc du capitaine Marchand, qui est arrêté donc au port du Soudan, en Afrique, où c'est à l'époque où les puissances coloniales se partagent l'Afrique comme un immense gâteau, comme les puissances prédatrices qu'elles sont, et cette affaire de Fachoda qui précédera d'ailleurs après l'entente cordiale qui scellera une certaine réconciliation, il faut le dire, entre la France et l'Angleterre après des siècles de conflits, donc depuis le Moyen-Âge. Oui, alors c'est central l'affaire de Fachoda dans le parcours intellectuel, dans les idées de Drian, puisque lui, d'une certaine manière, il reste sur la ligne qui est celle de la France avant Fachoda, c'est-à-dire celle d'une alliance continentale plus ou moins contre l'Angleterre. Donc à ce moment-là, on n'a pas peur d'envisager une alliance avec l'Allemagne, et c'est la ligne d'Anoto. Et au moment de Fachoda, c'est Delcassé qui renverse la tendance, en s'arrangeant avec les Anglais, en leur laissant, en lâchant le Marchand. Et donc, après, la politique de la France est pro-anglaise et va aboutir à l'entente cordiale. Et c'est pas neutre de remarquer qu'en plus, Delcassé est franc-maçon, donc évidemment, ça pouvait pas plaire à Drian. Et lui n'adoptera jamais vraiment la nouvelle ligne de la France, et dans ses écrits, ça se voit, il reste sur la ligne d'une alliance, même une alliance c'est peut-être un peu fort, mais enfin d'une neutralité à l'égard de l'Allemagne, et par contre d'une hostilité à l'encontre de l'Angleterre. Voilà. Qui l'imagine par tous les moyens démanteler, parce que outre la question coloniale qui oppose la France à l'Angleterre, il y a aussi des questions idéologiques.
puisque pour lui, il y a un peuple de l'honneur qui est la France, et un peuple de marchands, même de marchands de tapis, c'est comme ça qu'il les voit, que sont les peuples anglo-saxons, qui ne pensent qu'à leur commerce mondial, qui sont par définition hostiles à tout patriotisme. Ce sont les conceptions apatrides qui les animent. Et même le patriotisme britannique, d'une certaine manière, n'est pas un vrai patriotisme, puisqu'il ne débouche toujours que sur la négation des valeurs nationales. Oui, comme l'ont montré des ouvrages sur lesquels nous sommes déjà revenus sur les ondes de Méridien Zéro, hein, c'est à cette époque-là que se constitue aussi ce mondialisme anglo-saxon, hein, à partir des différents cénacles mondialistes autour de C.C. Rhodes, de la Round Table, des groupes Milner, etc. Donc, des camarades sont revenus sur ces questions-là dans des émissions précédentes. Donc, effectivement, lui s'oppose vigoureusement donc, à cette nouvelle forme de domination qui s'étend, qui étend un petit peu son pouvoir, il monte en puissance, en tout cas à cette époque-là, de cette manière. Tout en ayant un œil avisé sur les soubresauts aussi de cette époque. 1905, donc 1906, lorsqu'il quitte l'armée, c'est le conflit russo-japonais. Il faut rappeler aussi ce contexte. La guerre russo-japonaise de 1904-1905 avait la prise de Port Arthur, la défaite navale de Tsushima et surtout, là aussi, quelque chose qui va ébranler un petit peu les opinions de l'époque, c'est-à-dire un peuple blanc, un pays blanc qui est battu par un peuple de couleur, c'est-à-dire le Japon, donc, qui a opéré un redressement spectaculaire, une modernisation spectaculaire vers l'ère Meiji, dont l'armée japonaise bat l'armée russe de l'empire de Nicolas II. Et c'est aussi, je crois, une défaite qui va marquer profondément les esprits, qui aura des conséquences littéraires pour Drian d'Henriet, vous allez, je pense, rebondir là-dessus tout de suite, mais qui marque aussi une époque, sur des manières. Oui, alors ce qu'il faut préciser, c'est que le Japon est allié de l'Angleterre. Voilà, donc évidemment, pour Drian, tout ça est limpide. Ça conforte ces idées anti-britanniques. Et alors, le déclin je ne vais pas dire le déclin de l'Occident, mais ce qui n'est pas vraiment le cas, puisqu'on est un peu au firmament à ce moment-là, mais le fait qu'une puissance non européenne puisse, en utilisant notre technologie, battre un État, même un empire européen, effectivement, pour Drian, c'est insupportable. Et donc, il le dénoncera dans un de ses romans, dans un de ses feuilletons qui s'appelle L'Invasion jaune, qui paraîtra peu après la fameuse guerre russo-japonaise. Parce que dans ses représentations politiques, la Russie est évidemment l'allié naturel de la France. C'est l'époque de l'alliance franco-russe. Et Drian y restera toujours fidèle. Il a le plus grand respect pour la Russie. Son mépris de l'Angleterre n'a d'égal que son admiration pour la Russie. Voilà. Donc, je ne sais pas, puisqu'on a commencé à parler des feuilletons, parce que c'est difficile de parler de l'invasion jaune sans expliquer qu'il y a eu d'abord l'invasion noire, oui, 20 ans avant, mais je crois qu'on n'a peut-être pas fini sur le personnage. Oui, là, je voudrais terminer un petit peu sur les idées politiques de Drian, d'Henri, qui d'ailleurs vont ressurgir à travers les anticipations qu'il met en scène dans ses ouvrages. Donc, nous avons dit que ce n'est pas un nationaliste intégral ou réactionnaire, comme il y en a beaucoup à l'époque, dans cette époque de revanche, mais c'est quelqu'un qui conjugue à la fois l'idéal national et patriotique, mais aussi l'idéal social. Et donc, vous l'avez déjà souligné, Lionel, à travers plusieurs de ses prises de position et de ses compagnonnages. Donc, ce sont des idées qui sont influencées par le catholicisme social d'Albert Dürer. Et il a aussi l'idée de l'armée comme une éducatrice de la nation. C'est à cette époque-là où était sorti le fameux livre du maréchal Lyautey, le futur maréchal Lyautey, le rôle social de l'officier. Donc, il voit aussi l'armée, un peu à la différence de Jaurès, et d'autres conceptions. Il la voit comme il développe le concept de armée-école.
L'armée comme une sorte d'apostolat social qui vise donc à redonner, à rééduquer la nation. On peut d'ailleurs aussi le mettre en parallèle, d'une certaine manière, je crois que c'est pas poussé trop loin l'analyse, à un personnage qui était aussi cher à Jean Mabire, son biographe posthume, Pierre de Coubertin, qui visait aussi donc à réintroduire le sport comme facteur de vitalité dans la société de l'époque. On rappelle d'ailleurs que pour étendre un petit peu l'analyse, nous sommes dans un contexte particulier. Ce contexte de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, c'est l'idée où on s'interroge beaucoup sur l'hygiénisme social. En Allemagne notamment, l'Allemagne aussi qui a été l'objet d'une industrialisation extrêmement rapide, d'un déracinement massif de millions de personnes. On est passé d'une Allemagne pastorale, bucolique, à une Allemagne hyper industrielle, hyper urbanisée. En Allemagne comme en France, on se pose des questions, on le voit aussi avec les thèses de l'époque, le social-darwinisme, dont l'hygiénisme, l'eugénisme qui est naissant. Donc on se pose des questions sur les maux que cause la société moderne, que cause le déracinement de millions de personnes, ces exodes ruraux qui précipitent en ville dans les quartiers insalubres et malfamés, donc des millions d'anciens paysans qui se prolétarisent à vitesse grand V. Donc lui aussi n'est pas exempt de ce type de considération et de réflexion, et ce qui le rend intéressant est toujours dans cette idée d'une sorte de troisième voie, entre pure pensée revanchiste, réactionnaire ou monarchiste, ou alors les lumières du libéralisme naissant, de la droite orléaniste, qui est aussi qui a son importance à l'époque. Donc on a un personnage qui est vraiment extrêmement intéressant, qui s'intéresse aux luttes sociales, qui soutient un syndicalisme indépendant, ce fameux syndicalisme jaune qui avait été fondé par Pierre Bietri, avec l'appui de l'industriel Gaston Japy. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les idées qu'il soutient prônent l'association entre le capital travail et le capital argent. Donc, on a des textes de Drian qui défendent le principe de la liberté par la propriété industrielle au moyen de la participation progressive des ouvriers au capital des entreprises. D'ailleurs, parmi ces principaux votes figuraient des résolutions, notamment durant la législature 1910-1914, telles que la journée de 10 heures, les retraites, la liberté syndicale et d'autres mesures diverses d'aide sociale. Donc on voit qu'on a un personnage qui n'est pas indifférent aux mouvements sociaux de l'époque, et surtout qui a un véritable souci du peuple. Au bon sens du terme, ce qui le rend vraiment intéressant, et surtout extrêmement actuel, de certaine manière. Et puis, voilà, on va le voir à travers ces visions géopolitiques. Il ne se contente pas de rester rivé sur le réduit hexagonal, mais il se projette aussi à un échelon européen. Vous avez parlé de la Russie, vous avez parlé de son absence de germanophobie épidermique, comme on trouve trop souvent à l'époque, dans une bonne partie de l'opinion et des élites de l'époque. Donc c'est ce qui va lui permettre de développer justement ses visions à travers son œuvre littéraire. Alors, le lieutenant-colonel Drian n'est pas encore mort, de ce jour funeste du 22 février 1916, mais penchons-nous quand même sur le cas maintenant du capitaine d'Henriette. Alors, pourquoi d'Henriette ? C'est l'anagramme de Drian, tout simplement, parce que, en tant que militaire, pour écrire, il se doit de prendre un pseudonyme. Les officiers français ne peuvent pas faire de politique, évidemment. Alors, les livres de Drian, d'Henriette, peu importe, sont des feuilletons. C'est-à-dire que c'est un genre, à l'époque, on peut acheter des fascicules chaque semaine et on les collectionne, on les conserve. Et une fois que le dernier est apparu, on peut les relier ensemble, on peut les coudre. On trouve souvent les bouquins du capitaine d'Henriette sous cette forme, avec des reliures amateurs. Les gens faisaient ça, c'est souvent assez bien fait d'ailleurs, même plus souvent mieux fait que certains relieurs professionnels d'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment de la littérature populaire. Il y a toujours un petit côté, une petite amourette entre le héros et puis une dame. Ça finit avec des mariages en général. Il y a toujours un petit côté vraiment dans les canons du strict du feuilleton. Mais c'est pas seulement ça, évidemment, sinon ça nous intéresserait pas beaucoup. Ces feuilletons sont avant tout le moyen d'anticiper les problèmes que pourra rencontrer le pays, d'essayer de prévoir un peu ce qui pourrait nous tomber dessus, quoi.
Donc, c'est un peu de la science-fiction, parce que Drian aime imaginer des armes futuristes, des technologies. Il aime se tenir au courant des technologies nouvelles. Il essaie de s'imaginer comment elles pourraient être appliquées à la chose militaire. Donc, on l'a appelé le Jules Verne militaire à cause de ça. Donc, souvent, dans ces récits qui sont de l'anticipation, on met en scène des appareils futuristes, des technologies qui sont encore en développement, à l'étude, qui ne sont pas encore strictement opérationnelles, sont mises en scène dans ces feuilletons, comme si elles existaient vraiment. C'est un genre tout à fait hybride, entre la science-fiction, le feuilleton traditionnel, le roman d'aventure et le récit militaire. Voilà, c'est une espèce de... Il a inventé un genre. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres auteurs qui aient réussi à utiliser tout ça en même temps. Donc, son premier feuilleton commence en 1892. C'est la guerre de demain qui aura 3 volets. Donc le premier volet paraît en 1892, c'est la guerre de forteresse. Et on est dans l'anticipation militaire, mais c'est pas encore vraiment de la science-fiction. Je crois que la science-fiction commence vraiment en 1894 avec le début de la parution de l'Invasion noire. Alors, si je peux me permettre, la guerre de demain, mais en scène qui ? Eh bien, ce sont les Français et les Allemands. Voilà. Mais à ce moment-là, on est encore très proche de la guerre de 70. Sa pensée politique n'est pas vraiment construite. C'est évident, ça tombe sous le sens. Mais faut pas voir que ça. Je pense que c'est le début et que c'est après vraiment que ces conceptions géopolitiques se mettent en place. Encore qu'on pourrait quand même signaler 3 petits points là, sur cette guerre de demain. Premièrement, il montre que les Français pratiquent une sorte de blitzkrieg, de guerre éclair avant la lettre, hein, avec son 4e régiment de Zouaves qui débarque à Marseille et qui en 90 jours se retrouve à Potsdam. Hein, donc une sorte de pas de charge, hein, de conquête éclair de l'Allemagne, dans un premier point, une sorte d'anticipation de la guerre éclair sans les blindés. Deuxièmement, le rôle aussi donné aux forces aéronautiques. Les forces aéronautiques de l'époque, c'est les ballons, mais déjà il y a une préfiguration du rôle que les armées de l'air vont jouer à partir de la Première Guerre mondiale. Donc là aussi, on verra, vous allez revenir, on reviendra aussi avec des innovations technologiques qu'ils voient et qu'ils pressentent à ce niveau-là. Et troisièmement, dans cette guerre de demain, il y a aussi le rôle de l'Italie. L'Italie qui nous frappe de coups de poignard dans le dos et qui nous attaque sur les Alpes, comme elle le fera donc en 1940. Donc là aussi, hein, qui brise ses alliances. D'ailleurs, comme elle le fera aussi plus tard au cours de la Première Guerre mondiale, parce que l'Italie, rappelons qu'initialement était membre de la Triplice avec l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand, et qu'ensuite, à force de négociations et de promesses qui ne seront pas vraiment toutes tenues, et qui feront d'ailleurs le jeu des forces fascistes et des Arditi dans les années 20. Donc l'Italie se penchera du côté de la triple entente avec les Alliés au début de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, dans cette guerre de 20, comme vous dites, ce n'est pas un récit qui est aussi achevé, aussi visionnaire que ceux qui vont suivre, et notamment celui que vous avez réédité, dont nous allons parler, mais quand même il y a déjà des éléments qui montrent des aspects intéressants que l'on va retrouver dans les œuvres ultérieures de Drian. D'Henri, bien sûr. Oui, alors on n'a pas tranché, on ne sait pas s'il faut dire d'Henri ou d'Henri. Hein, donc, on va parler d'Henri, parce que là, voilà. On parle de l'écrivain, voilà, on va pas pinailler là-dessus. Non, pas du tout. Alors, l'invasion noire. Bon, alors, l'invasion noire, c'est le djihad, tout simplement. C'est un sultan déchu, renversé par une révolution de palais, qui se réfugie en Afrique noire, qui trouve une mine d'or, qui avec l'or achète des armes aux Anglais, évidemment, et qui, petit à petit, islamise toute l'Afrique, réunit toute l'Afrique noire derrière sa bannière verte islamique, et qui, avec cette masse énorme, reconquiert son royaume turc et lance ses forces à l'assaut de l'Europe. Voilà. Donc c'est
évidemment, on ne peut pas dire qu'il a inventé ça, puisque bon, les invasions musulmanes, l'Europe avait quand même déjà connu ça. Il n'y a pas eu besoin que Daesh vienne tirer 3 ou 4 cartouches à Paris pour qu'on s'inquiète de ces questions, puisqu'il faut quand même rappeler que les débuts de l'islam, ça a été la conquête de l'Afrique du Nord, puis le passage de l'armée musulmane par Gibraltar, qui vient de Djebel el-Tariq, je crois. Tout à fait. Bon, et donc, avec le coup d'arrêt porté en 732 à Poitiers par Charles Martel, comme tout le monde le sait, mais après, quand même, une occupation de la péninsule ibérique pendant des siècles, puisque les Espagnols mettront bien longtemps pour chasser les musulmans. Bon, ensuite, les invasions turques, qui ont foutu le bazar dans les Balkans jusqu'au XXe siècle, finalement. Oui, voilà. Des traces voilà. Donc, bon, on ne peut pas dire que Drian a inventé l'invasion musulmane. Mais quand même, au moment où il écrit son bouquin, son feuilleton, l'islam, c'est pas grand-chose sur l'échiquier géopolitique mondial, quoi. La colonisation bat son plein. La France a débarqué en Algérie en 1830. Il y a des petites révoltes sporadiques qu'on mate plus ou moins facilement, mais enfin, globalement, ils ne sont pas très nombreux. Et surtout, ils ne sont pas du tout dans une logique de conquête massive. Si on a été ennuyé pendant des siècles avec la piraterie barbaresque en Méditerranée, ça reste des coups de main. La culture musulmane, c'est le coup de main sur mer ou sur terre, mais l'idée d'une invasion vraiment construite avec une armée énorme, organisée, armée à l'occidental, c'est à l'époque tout à fait impensable. Donc c'est quand même quelque chose de très... il faut avoir beaucoup d'imagination à ce moment-là pour l'envisager. Mais justement, ce qui apparaît un examen attentif un petit peu des écrits, des pensées d'Henri, c'est effectivement, vous dites, 120 ans avant Daesh, avant l'État islamique, donc on a une préfiguration, une anticipation d'une conquête de l'Europe, d'abord du continent africain et ensuite de l'Europe, par un État, donc sous la bannière de l'islam radical, on va dire, ou de l'islam tout court, parce qu'un islam radical est un islam qui a les moyens. Voilà, ce n'est pas comme un islam dans le Dar arabe qui n'a pas encore les moyens de revenir aux sources de sa pensée coranique, avec tout ce que ça implique. Non, ce qui rend d'Henri Drian intéressant, c'est qu'en fait, comme vous le dites, à un moment justement où c'est le règne de l'homme blanc, d'une certaine manière, c'est le grand règne de l'homme blanc, dont on reconnaît à la fois la supériorité militaire, mais aussi morale et civilisatrice, à ce moment où les puissances européennes dont se partagent l'Afrique comme un immense gâteau, mais lui anticipe un mouvement de révolte basé aussi sur un ressentiment et sur un esprit de revanche profond. Et en cela, il anticipe déjà ce qui est en germe, chez notamment certains représentants de ces élites colonisées, qui sont à ce moment-là en train d'étudier dans les universités des grandes capitales des puissances colonisatrices, que ce soit Londres ou Paris, et qui sont déjà, au nom des idées d'émancipation, des idées de liberté, notamment les idées de la Révolution française, en train de poser les germes des révoltes futures, qui suivront après le cataclysme de 1914, où l'homme blanc va perdre sa superbe. Lorsque les colonisés verront que ces hommes blancs qui se piquent d'apporter donc le progrès, la civilisation, la paix, avec toutes ces valeurs positives que ça doit traîner, sont capables de s'entre-massacrer, de s'entre-tuer de la manière la plus extrême, la plus sauvage possible, on peut dire que leur image va en subir un coup. Le mythe de la puissance et de l'homme blanc, son image profonde sera vraiment écornée à jamais. Et ça, on a l'impression que d'Henri l'avait anticipé, d'autant plus que, comme cela apparaît à travers certains de ses écrits, de ses articles, de sa correspondance, mais lui n'était pas un colonialiste virulent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je citais Lyautey, au même titre que Lyautey, c'est un militaire qui fait son devoir, qui est affecté en Afrique du Nord. Donc là aussi, ça lui permet d'être en phase avec les réalités ethniques, religieuses
raciale du moment et de l'endroit où il se trouve. Donc il en tire aussi des conclusions, que ces gens ne sont pas comme nous, mais ils ont aussi leur légitimité. Il est légitime aussi qu'ils puissent, un jour, réclamer leur droit à assumer leur destin, leur souveraineté. Donc ce n'est pas un colonialiste virulent. Rappelons d'ailleurs pour nos plus jeunes auditeurs que le colonialisme à l'époque, ça vient d'une certaine gauche. C'est Jules Ferry, c'est toute cette gauche progressiste qui vise à étendre les idées généreuses donc des Lumières, entre guillemets, de la Révolution française, donc apporter, c'est la mission civilisation de la France, c'est à l'époque où Jules Ferry disait qu'il fallait civiliser les races inférieures, lors d'un discours célèbre à l'Assemblée qui aujourd'hui l'enverrait devant la 17e chambre correctionnelle. Donc en fait, on voit que ce Drian d'Henry est un petit peu différent. D'une certaine manière, je pense que par son ethno-différentialisme avant la lettre, il a déjà plus ou moins anticipé le choc en retour en fin de compte. Simplement, ce qu'il n'a pas anticipé, c'est la Première Guerre mondiale et que cela arriverait plus tôt que prévu et que le déclencheur arriverait dans la décennie qui va suivre, d'une certaine manière. C'est tout à fait étonnant parce que dans son feuilleton, la trame, c'est deux officiers français qui sont en poste en Afrique et qui se retrouvent au début de l'unification africaine derrière la bannière islamique, ils sont là, et puis ils sont épargnés par le sultan, parce que le fils du sultan, et c'est pour ça d'ailleurs que le sultan réussit à avoir une armée organisée, son fils a fait Saint-Cyr, voilà, Et son fils Omar était camarade de promotion des deux héros. Donc, dans ce cadre-là, ils sont épargnés et ils sont contraints de suivre l'avancée de l'armée islamique. Et donc, il y a des dialogues entre le sultan ou son fils et ses deux officiers. Et on lit dans la bouche du sultan ou du fils, peu importe, des revendications, on trouve une idéologie qui sera celle de la décolonisation. C'est-à-dire qu'en 1894, Drian met dans la bouche de ces personnages ce qu'on entendra, ce qu'on lira, ce que pourra dire le FLN 60 ans après. Et ça, il y a quand même pas beaucoup de gens, je pense, qui avaient pu le sentir. Je pense que c'était peut-être le seul officier ayant servi en Afrique du Nord qui s'était suffisamment intéressé aux gens pour essayer de comprendre ce qu'ils pouvaient ressentir et pouvoir anticiper. C'est une question de sensibilité, c'est ce que disait Céline, il se comparait à un chien de traîneau, au vieux chien qu'on met à l'avant qu'on accroche à l'avant parce qu'il a une sensibilité supérieure aux autres, et s'il y a une crevasse dans la glace, il pourra la déceler et éviter que l'attelage entier finisse au fond du trou, je pense que Drian avait cette sensibilité supérieure, et donc en étant quelques années en poste en Afrique du Nord, il avait compris l'avenir politique de cette région 60 ans avant qu'on ne découvre stupéfait que ces gens-là avaient des aspirations, avaient des revendications culturelles et civilisationnelles à faire valoir. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait étonnant. Et la décolonisation, c'est une chose, parce que finalement, on a surtout retenu les communistes, le FLN, etc. Les musulmans dans la guerre d'Algérie, on n'en parle pas très souvent. C'est parce qu'il y a eu plusieurs courants, mais on s'intéresse surtout aux autres. Et ça ressurgit aujourd'hui avec les affaires de djihadisme. Mais ça a joué un rôle important, je pense, quand même dans les guerres coloniales. Pour en revenir à Jean Mabir, il disait souvent, lui qui avait servi en Algérie pendant la guerre, même à 2 reprises, puisqu'il a été rappelé après, il est allé en 2 fois, je crois. On parle souvent toujours du FLN contre l'armée française, mais en réalité, il y avait trois groupes à se battre. Il y avait les Français, et en face, chez les Algériens, il y avait le FLN, il y avait aussi les musulmans, et en plus de la guerre contre les Français, eux-mêmes se livraient une guerre interne, et c'est le FLN qui a gagné, et donc on ne parle plus des autres. Mais il y avait une composante aussi islamique dans la guerre d'Algérie, dans la révolte anti-française.
Tout à fait. Il y a une dimension islamique, en tout cas, bon, avec des moudjahids, qui faisaient aussi une forme de guerre sainte contre la France. Il y avait déjà cette réaction qui était présente. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que bon, dans l'évasion noire, au moment où on fait parler donc un personnage avec bon, des propos qui ont une résonance plus que d'actualité. Je donnerai vos femmes à mes guerriers. J'élèverai vos enfants selon les préceptes de l'islam, et ceux d'entre vous qui auront été épargnés par les supplices deviendront les esclaves des peuples d'Afrique. Dialogue également entre deux héros, notamment le lieutenant Zaner et de Melval, qui est le héros principal. On dirait que la race blanche n'a pas l'air de vouloir se défendre sérieusement. J'ai bien peur que la race blanche ait fait son temps. Elle est arrivée à l'état de décadence qui appelle le barbare. Et, signe particulier, elle n'a même pas la conception que l'union seule peut, à cette heure, être son salut. Je crois qu'il résonne avec une incandescente actualité. L'union, justement, l'union nécessaire, cette union-là, on va en parler tout à l'heure, c'est aussi cette idée d'une scène européenne régénérée, revitalisée, qu'il entrevoit, au terme des cataclysmes qui vont s'abattre sur l'Europe. Si vous voulez bien, continuer un petit peu l'intrigue de cette manière et voir un petit peu quels sont les différents développements qui sont intéressants à prendre en compte dans l'évasion noire pour nos auditeurs. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il est imaginé que
que l'islam, pour pouvoir attaquer l'Europe, avait besoin de la masse noire, des Africains d'Afrique noire. Des migrants en armes, si je puis dire, d'une certaine manière. Hein. Oui, c'est-à-dire que, ce qu'il faut voir, c'est que Drian, c'est un officier, c'est un technicien de la guerre. Donc, lui, il ne peut pas, dans ses feuilletons, lancer comme ça une poignée de clampins en sandales avec un sabre rouillé à l'assaut de l'Europe. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut que tout ça soit crédible. Donc, à l'époque, le monde islamique par rapport à l'Europe, c'est pas grand-chose en termes de population, hein, puisque aujourd'hui, ils nous paraissent innombrables, mais bon, la plupart d'entre eux sont nés ces 50 dernières années. Hein. Au moment où la France a quitté l'Afrique du Nord, je me demande même s'il n'y a pas plus de musulmans en France aujourd'hui qu'il n'y en avait en Algérie à ce moment-là. Il faudrait regarder les chiffres, mais c'est fort possible. Bon, en tout cas, pour que son histoire soit crédible, il a besoin donc d'islamiser l'Afrique noire. Et alors, aujourd'hui, c'est amusant parce que c'est ce qui se passe. C'est un phénomène récent, en fait. Hein. On parle de Boko Haram, tous ces groupes noirs musulmans, mais le recul du christianisme en Afrique et la progression de l'islam, c'est un phénomène récent. Ça a été étudié par Bernard Lugan dans des articles récents. Il a imaginé ça, donc, Drian, 100 ans avant que ça ne se produise. Alors, je ne sais pas s'il en a eu vraiment, si c'était pour arranger la sauce de son feuilleton, ou si vraiment il avait eu la prescience de ça, je ne sais pas. En tout cas, il met en scène cette islamisation de l'Afrique noire, et toute l'Afrique suit le sultan. Au passage, il se retrouve à la Mecque, où il y a un faux miracle, quand même. Bon, il faut fanatiser un peu les troupes, il faut leur donner un peu des raisons de croire. Donc il y a un faux miracle, et tout ce petit monde se jette à l'assaut de l'Europe, avec donc le monde islamique traditionnel et ce monde noir fraîchement islamisé. Mais le personnage principal de l'invasion noire, puisqu'on est aussi dans un roman de science-fiction, c'est une machine. Alors, il n'y en a pas qu'une, en réalité, il y en a plusieurs, mais enfin, c'est une machine. C'est un ballon métallique, puisque Drian n'a pas imaginé l'avion. Il a compris que les combats du futur se livreraient dans les airs, mais il a pensé que ce serait un ballon, puisqu'à l'époque, c'est ce qui existait, mais plus moderne. Donc, c'est un ballon métallique en aluminium, comme une espèce de toupie, deux cônes posés l'un sur l'autre, qui se déplace un peu comme les marins quand ils tirent des bords, c'est-à-dire qui s'élève, qui fait des diagonales en lâchant des gaz, etc., pour redescendre. Il y a des explications très savantes là-dessus. Il a dû vraiment réfléchir pour écrire ça. Bon, alors ça n'a pas marché du tout, parce que c'est des recherches qui ont dû être abandonnées, parce qu'on a inventé l'avion, bon, évidemment, c'est plus pratique. Et ça vole à plat, bon, c'est plus simple. Bon. Mais donc, ce ballon d'acier, cette arme futuriste, joue un rôle capital dans l'invasion noire. Et donc, c'est ce ballon qui soulève le cercueil de Mahomet à la Mecque pour faire le miracle supposé, d'ailleurs c'est pas seulement supposé, ça a fonctionné, qui fanatise les masses raclées dans toute l'Afrique par le sultan. Et donc c'est ce ballon aussi qui stoppera l'invasion musulmane, parce qu'il faut quand même... la fin est connue, hein, on peut la dévoiler, il n'y a pas besoin de ne pas connaître la fin pour apprécier l'invasion noire. L'armée musulmane va traverser toute l'Europe, va battre les Allemands, va réussir à envahir toute l'Europe. Et c'est la France, le dernier... l'objectif final, puisque l'Angleterre, évidemment, reste sur son île et ne veut pas participer à quoi que ce soit, se disant qu'après tout, il sera toujours temps d'intervenir quand il y aura moins de monde à tuer, que qui que ce soit qui gagne, de toute façon, le vainqueur sera affaibli et ça sera facile pour l'Angleterre de venir tirer les marrons du feu. Donc,
Paris devient un immense camp retranché, à, je sais pas, une centaine de kilomètres autour de Paris, dans toutes les directions. Et l'armée musulmane arrive sous les murs de Paris. Et bon, il faut quand même le dire, même s'il y a une charge émotionnelle forte autour de ces questions, l'armée musulmane est gazée autour de Paris. Voilà, donc Drian d'Henry anticipe l'utilisation des gaz de combat. Des gaz de combat mortels, que nous verrons, qu'il verra, je ne sais même pas s'il a pu les voir, je ne pense pas. Il est mort avant, je crois. Les premiers, l'utilisation du gaz moutarde, de l'hypérite, donc je crois que c'était en 1916, mais oui, à Ypres, sur le front d'Ypres. Mais il anticipe déjà l'utilisation des gaz de combat, donc à finalité militaire, donc avec cette arme miracle, qui est développée par un ingénieur français. Puis là, bon, faut aussi préciser que bon, ce n'est pas de la littérature à l'eau de rose. On pourrait penser, c'est vrai qu'il y a un petit côté fin de siècle dans la forme romanesque, mais il y a des descriptions extrêmement dures. Au tout début, lorsqu'il y a de la révolte du sultan, on a les troupes de supplétifs, d'indigènes qui se révoltent, il y a des massacres de blancs, on voit des pyramides de corps décapités, enfin il y a des descriptions assez dures. C'est un ouvrage qui pourrait être interdit au moins de 12 ans de certaine manière. Bon, il y a des descriptions assez dures. Et puis surtout, bon, les combats aussi en Europe, on voit une sorte de traînée sanglante qui reste dans le sillage un petit peu des armées, de l'armée des envahisseurs. Et puis aussi, les Français ne vont pas y aller par le dos de la cuillère pour opérer. Je ne dirais même pas une remigration de cette manière, mais on va dire une solution expéditive concernant les envahisseurs, le traitement des envahisseurs et des survivants donc, de l'armée du sultan. Donc on a quand même un récit âpre, un récit à la fois épique et âpre, qui ne cache pas aussi les horreurs de la guerre, et surtout aussi les dommages collatéraux, comme nous disons aujourd'hui, que subit les populations. Dans l'invasion noire, on a un moment des dysfonctionnements concernant l'utilisation des gaz. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes donc à Paris qui sont touchées par les gaz, qui subissent aussi les effets des gaz. Oui, une centaine de milliers, je crois, 150 000, enfin, si je me souviens bien. Donc Drian d'Henry décrit quand même aussi les effets de la guerre moderne, les effets meurtriers des armes de destruction massive, un petit peu avant la lettre, ce qui le rend aussi d'autant plus visionnaire. Or, ce qui est intéressant aussi de préciser, cher Lionel, ce serait aussi l'anticipation géopolitique que Drian envisage à la suite justement de la victoire inespérée sur justement cet envahisseur. Alors, les bouquins de Drian finissent toujours de la même manière. La France gagne et la carte de l'Europe est redessinée. Voilà, c'est systématique. Et il y a des mariages. Voilà, c'est toujours comme ça. Et donc, tout s'arrange à la fin. Voilà, sauf dans l'invasion jaune. Mais bon, en tout cas, dans l'invasion noire et dans la guerre fatale, c'est comme ça. Donc, la carte de l'Europe est redessinée. Et systématiquement, d'ailleurs, l'Angleterre est démantelée, elle est punie de sa perfidie. Et donc, à la fin de l'invasion noire, il y a un nouvel ordre européen qui se constitue avec 3 groupes qui sont fondés sur des réalités ethniques et culturelles. Un groupe slave, un groupe germanique et un groupe latin. Voilà. Et c'est un peu la même chose. On va dire des formes de confédération régionale, un petit peu, d'une certaine manière. Oui, régionale au niveau de l'Europe, oui. Voilà, ce que je veux dire, voilà, tout à fait. Bien sûr. Mais effectivement, on n'est pas dans le nationalisme cocardier, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est pas la ligne bleue des Vosges. Et puis, c'est pas. Il était copain avec Barès et Déroulède, mais il n'est pas du tout sur la même ligne. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus loin. Et donc, il pressent qu'il y aura à un moment donné une union nécessaire, indispensable au niveau européen. Il n'ose pas encore quand même parler. Est-ce que c'était possible en même temps à l'époque de parler d'une Europe intégrant dans le même ensemble la France et l'Allemagne? Je pense que la censure ne l'aurait pas toléré. Je pense qu'il ne pouvait pas l'écrire. C'était pas possible. Donc c'est déjà beaucoup ce qu'il fait, je trouve. Et donc, c'est toujours comme ça. Donc, à la fin de la guerre fatale, la Belgique, qui a profité de nos malheurs avec l'Angleterre,
pour nous piquer des petits bouts de colonies. La Belgique est carrément enschloussée à la France. Elle disparaît. Bon, bien fait, il fallait pas toucher à nos colonies. Les cantons romans de Suisse aussi. Hein. Voilà, la Suisse était... Bon, voilà, c'est toujours un peu à la fin, mais il y a toujours une pression énorme, et puis ça se relâche toujours un peu à la fin. C'est toujours un peu... c'est à la fois dur, mais en même temps... on a l'impression qu'il s'amuse un petit peu. Et puis bon, il faut voir aussi la pression que c'est d'écrire un feuilleton. J'imagine rendre chaque semaine à son éditeur le nombre de feuillets requis. Il faut que ça tombe. C'est compliqué parce qu'à chaque fois c'est fait pareil. Il y a une gravure au début et puis après il y a le texte. Il faut que ça tombe au bon endroit. Que chaque partie fasse le bon nombre de cahiers. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Je pense que vraiment, à la fin, il y a un soulagement de la part de l'auteur parce que c'est véritable défi que de réussir à mener à bien un feuilleton comme les siens. Alors, pour revenir à l'Invasion noire, là, c'est un petit point que j'allais oublier. Il y a aussi une anticipation, une autre anticipation chez Drian d'Henrit. C'est le projectionniste. C'est-à-dire que dans son ouvrage, je crois que c'est le tome 2, hein, Le Grand Pèlerinage, on voit qu'il met en scène donc une sorte de plan Balfour avant la lettre, c'est-à-dire bon avec le soutien des grands financiers donc juifs du monde, des grandes banques, etc. Un projectionniste est mis avant la lettre, donc est mis en œuvre. Et les communautés juives du monde entier arrachent à l'Empire ottoman, donc l'homme malade de l'Europe de l'époque, un territoire autour de Jérusalem, et qui s'étend sur la Syrie, et vers lequel convergent des millions de juifs du monde entier, en faisant en quelque sorte leur alia avant la lettre, et ces millions de juifs du monde entier, en fait de compte, vont se retrouver funestement concentrés dans un même endroit qui sera envahi par les hordes fanatisées du sultan, et ces millions de juifs connaîtront un sort funeste, et d'Henri Drian décrit en quelque sorte une sorte de solution finale avant la lettre, opérée par l'armée du sultan et ses millions de combattants fanatisés, et une quasi-extinction de ce peuple, de la surface de la terre, mettant le descend de quelques reliquats de la diaspora. Donc là aussi, c'est curieux, de cette manière, de voir aussi, en tout cas, une double anticipation de cette question, à la fois le projectionniste, l'établissement donc du juif sur l'ancien territoire de la Terre Sainte, l'ancien territoire de Canaan, et puis surtout aussi le sort funeste qu'une bonne partie d'entre eux vont connaître, et cette fois-ci là sous les coups de cimeterre, si je puis dire, donc des hordes musulmanes fanatisées. Oui, alors il y a quand même c'est écrit au moment de l'affaire Dreyfus, l'invasion noire. Alors évidemment, le traître est un officier juif. Ça, c'est comme ça. On ne pouvait pas faire autrement. Bon, c'est dans le contexte de l'époque. C'est dans le goût de l'époque. Voilà, c'est comme ça. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'après cette solution finale de la question sioniste au moment du passage des troupes musulmanes. Il se trouve quand même encore des juifs en Europe. Et alors, il y a un personnage qui est mis en scène, je ne sais plus si c'est dans le 3e ou le 4e volume, ou peut-être à la charnière des deux. Bon, il y a un moment où la tête du sultan est mise à prix. Et celle de son fils, Omar, sont mises à prix pour une forte somme. Donc, arrive un type qui cherche à le supprimer, à l'empoisonner, il se fait prendre. Alors, c'est un juif. Et... donc là-dessus, il y a négociation. Le sultan lui dit qu'est-ce qu'on va faire de toi ? On va te tuer. Et le juif lui propose oui, alors écoutez, sultan, je vous fais une offre que vous ne pouvez pas refuser. Je ne vous tue pas, je m'en vais dire aux Occidentaux que je vous ai tués. Comme ça, ils ne se méfieront pas, vous pourrez finir votre conquête. Et en échange, vous créez Israël dans votre nouvel empire musulman. Voilà, bon, alors le sultan n'accepte pas et le pauvre juif est tué. Bon, c'est comme ça. Une négociation qui n'a pas abouti. Cela arrive fréquemment, en tout cas de cette manière. En tout cas, oui, là, je replongeais aussi également dans certains détails. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'autres anticipations technologiques de Drian d'Henrit, des voitures électriques à des trains ultra rapides, en passant par des usines marémotrices, celle de la Rance, bien avant la lettre, sur des terres qui vous sont familières, cher Lionel. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant. Et c'est à ce titre où on peut le désigner, une fois de plus, comme le Jules Verne militaire. Jules Verne, d'ailleurs, avec lequel il entretenait
une relation suivie. Et d'ailleurs, vous avez eu la très bonne idée de reproduire donc un avant-propos du premier tome de l'invasion noire, intitulé La mobilisation africaine, donc une lettre que Drian, dans Rite, a écrite à Jules Verne. Je me permettrai d'en lire donc un passage à nos auditeurs. Mon cher maître, lorsque j'étais enfant, vos merveilleux écrits me transportaient. Arrivé à l'âge d'homme, je les ai relus, admirant avec quel art vous vulgarisez tous les problèmes de sciences naturelles, avec quelle richesse de description vous racontez des voyages imaginaires, simplifiant les questions les plus ardues, rendant attrayante l'étude de la géographie, sachant faire jaillir les situations dramatiques et les émotions généreuses, amusant pour instruire, instruisant pour être utile. Si bien qu'un jour, piqué de la tarentule d'écrire, j'essayai d'appliquer aux sciences qui dérivent de la guerre votre merveilleux procédé. De ce modeste essai est née La guerre de demain. Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire que ce roman, vous voudriez l'avoir fait. C'est l'éloge qui m'a touché le plus. Permettez-moi de vous en remercier en vous dédiant ce nouveau livre, L'invasion noire, c'est-à-dire l'invasion future de l'Europe par les masses musulmanes d'Afrique, fanatisées par un sultan de génie. Il repose sur une donnée bien problématique, puisqu'à l'époque où nous vivons, c'est l'inverse qui se produit. Les puissances européennes découpant le continent noir en tranches proportionnées à leur appétit et s'en partageant comme un vil bétail les populations primitives. Mais c'est un cadre qui m'a permis de décrire au lecteur l'Afrique d'aujourd'hui encore si peu connue, de faire défiler devant lui, avec leurs mœurs et leurs particularités, les agglomérations principales de ses vallées et de ses déserts, de lui parler enfin des voyageurs qui l'ont parcouru. On me pardonnera, je l'espère, certaines énumérations un peu arides, mais nécessaires, en songeant que, comme vous, j'ai voulu instruire en amusant. Vous avez intéressé, ému, charmé toute une génération. Merci de tout cœur de vouloir bien mettre un nom aussi universellement sympathique que le vôtre en tête de l'invasion noire. Réponse brève, je rassure nos auditeurs, de Jules Verne. Mon cher capitaine, vous voulez bien me dédier votre nouvel ouvrage, L'invasion noire. Cependant, après le succès de La guerre de demain, personne ne peut penser qu'un parrain soit nécessaire pour présenter vos livres au public lettré. Ne se recommande-t-il pas d'eux-mêmes par leur originalité toute spéciale ? Je n'accepte donc ce titre que parce qu'il me permet de vous donner un double témoignage d'estime personnelle et de confraternité littéraire. C'est beau. C'est magnifique. Alors, je précise quand même que c'est pas moi qui ai pris l'initiative de le rajouter, qui figurait bien en tête de l'invasion noire dans le dans l'édition, dans le feuilleton. Alors, instruire en amusant, ou je sais plus quelle est la formule. Bon, il faut quand même voir que les bouquins de Drian sont très documentés. Dans l'invasion noire, par exemple, quand il décrit les peuplades africaines au début, il y a des notes en bas de page, et il se réfère aux grands explorateurs, aux gens qui sont allés sur place, aux bouquins qui font référence à l'époque. C'est pas sorti tout droit de son imagination. Dans l'invasion jaune aussi, quand il décrit les religions orientales, il utilise le bouquin du père Huc, qui était allé le premier au Tibet en 1850 et quelques, je sais plus. Il y a un bouquin très connu. C'était le premier à avoir pénétré, le premier occidental évidemment, à avoir pénétré au Tibet. Donc Drian, avant d'écrire, il se documente, il bouquine, et toujours il fait référence aux livres qu'il a utilisés. Il y a des notes en bas de page, ce qui peut être curieux dans un feuilleton, parce que c'est pas des bouquins scientifiques, mais il cite ses sources. Voilà. C'est plus sérieux qu'on ne pourrait le croire. De la même manière, pour ses anticipations, pour les questions techniques, il cite aussi parfois des bouquins de scientifiques qui étudient certaines choses. Alors, bon, il y a des choses qui se sont révélées fausses, des fausses pistes, mais il y a quand même des choses, effectivement, qui ont abouti. Et, il y a en général quand même des pistes sérieuses. Bon, le ballon d'acier, effectivement, d'aluminium, c'était pas... Bon, il faut passer sur l'objet et considérer uniquement il faut voir la guerre aérienne, quoi, voilà, tout simplement. Il faut pas s'attarder au ballon, il faut penser que ce sera l'avion. Par contre, le pendant du ballon d'aluminium dans la guerre fatale, c'est un sous-marin novateur pour l'époque, qui est autonome,
qui a une double motorisation thermique et électrique. Et la mise en route du moteur thermique, en faisant surface très peu, en restant juste sous la surface, juste assez pour faire dépasser une cheminée, permet de recharger les batteries électriques. C'est ça, exactement. Et tout ça préfigure le U-boat, le fameux U-boat. Et la guerre fatale, donc, qui est la trilogie consacrée à la guerre contre l'Angleterre, invente la guerre sous-marine qui sera celle menée par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est évident, quoi. De la même manière, le débarquement en Angleterre, c'est d'une certaine manière le débarquement en Normandie à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'on part de France pour aller en Angleterre, mais c'est amusant, il y a des barges à fond plat, métalliques, avec du matériel dedans, du personnel, tout ça est comptabilisé, il fait toujours des tableaux, c'est très sérieux, comme si on lui avait demandé réellement d'étudier la faisabilité du projet. On pourrait presque se demander si c'est pas un mode d'emploi qui dresse pour les politiques, pour leur dire voilà ce qu'on pourrait faire avec tel matériel, de telle manière, à tel endroit, avec telle technologie. C'est très précis, très technique, c'est rarement farfelu, et en tout cas quand ça l'est, c'est parce que la science et la technique de l'époque l'a été, c'est pas de son fait. Drian n'est pas un charlot, voilà, faut quand même en être conscient. Ça, parce que bon, le côté feuilleton, bon, je pense pas que ce soit des livres pour les enfants du tout. Alors ça, je ne sais pas qui a décidé que Drian était pour les enfants. Moi, ça me paraît quand même tout à fait impossible. Comme vous le disiez, les scènes de massacre sont quand même... c'est des bons massacres, quoi. Les scènes de torture, on a de bonnes tortures. Les supplices chinois sont vraiment chinois. Quand on gaze l'armée musulmane, on la gaze. Et au passage, si on gaze la moitié de Paris, on gaze la moitié de Paris. C'est pas pour les gamins, quand même. Bon, c'était quelqu'un de sérieux. Voilà. D'ailleurs, il est mort tout à fait sérieusement... à Verdun, au début de la bataille, quittant la tranchée parmi les derniers, après avoir évacué ce qui restait de ses troupes, qui avaient quand même s'était bien fait étriller par l'offensive allemande. Non, c'est pas... c'est quelqu'un de très sérieux, de très actuel, et ses bouquins sont très documentés, il y a de l'imagination, mais elle est toujours... elle sort pas de nulle part. C'est toujours, comme Jules Verne, quand même au départ, après l'étude des nouvelles technologies, de ce qui pourrait exister. Bon, le Jules Verne militaire, ça résume tout, hein, voilà, tout simplement. Oui. Surtout, bon, aussi, ce qui est intéressant, c'est une conception guerrière de la vie. Drian Henry me fait souvent penser aussi à une figure extrêmement intéressante de l'époque, celui qu'on a surnommé le Younger français, à savoir René Quinton. Alors, je voudrais citer à l'attention de nos auditeurs donc, un passage, des propos qu'il met dans la bouche de certains de ses personnages dans son ouvrage intitulé Filleul de Napoléon. Retenez bien ceci, mes enfants, pour ne pas tomber plus tard dans les divagations de certains rêveurs. La paix éternelle n'est qu'un mythe, une utopie, et quel que soit le degré de civilisation auquel parvient l'humanité, on n'arrivera jamais à supprimer la guerre. Car il y aura toujours des races différentes par les mœurs, le langage et les traditions. Et ne le regrettons pas, mes enfants, car s'il n'y avait pas tout cela, si la paix régnait pour toujours, vous verriez s'installer auprès d'elle le pouvoir exclusif de l'argent et l'unique souci du bien-être. L'humanité y gagnerait-elle ? Non, croyez-moi. Et quoique ces considérations soient choses bien sérieuses pour vos jeunes intelligences, laissez-moi vous dire et vous redire que la guerre est, à certaines heures, nécessaire au peuple, car elle les rappelle à la pratique des grandes vertus sans lesquelles les nations ne peuvent vivre. Là aussi, je crois qu'à travers ces propos mis dans la bouche d'un de ces personnages, il y a une profonde sagesse et une profonde intelligence de son époque, mais aussi des moments décisifs que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, donc en 2016. Et si vous pouvez me permettre, je voudrais qu'on revienne dans cet ordre d'idée sur justement la guerre fatale, qui est un de prochains projets éditoriaux, je crois, cher Lionel. Là aussi, je crois qu'on a des petites
des petits points intéressants, où justement, à travers l'ennemi désigné en tant que Nouvelle Carthage, Delenda est Carthago, Londres date aussi détruite, on voit aussi des faits intéressants dans ce roman, dans cette anticipation. Un raid commando mené par ces chasseurs qui s'emparent du roi Édouard VI. Ce sous-marin que vous décrivez, une sorte d'ancêtre du redoutable, c'est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins que De Gaulle mettra en chantier à la fin des années 60. Là, il s'appelle l'Implacable, et il va prendre une sorte de revanche sur la défaite qui nous avait été infligée à Trafalgar, en détruisant à coups de torpille donc le navire de Nelson à Portsmouth. Donc là aussi, on voit que Drian d'Henry a la mémoire longue, il s'est manié aussi les symboles de revanche, de saine revanche, en tout cas avec un ennemi qu'il a bien identifié. Il nous faut de plus donc la thalassocratie marchande, donc anglo-saxonne, le Royaume-Uni à cette époque-là. Peut-être qu'il aurait étendu son regard vers les États-Unis si les dieux lui avaient donné plus de vie. De cette manière, ne l'avait enlevé à ses proches à l'âge de 60 ans. Donc, quelques mots sur vos impressions un petit peu sur l'invasion fatale que vous êtes en train donc la guerre, excusez-moi, je suis fatigué. La guerre fatale que vous êtes en train dont vous êtes en train de préparer une réédition. Alors, la guerre fatale, c'est à mon avis le livre essentiel de Drian. Parce que, c'est magnifique. Il y a trois volumes, enfin, il y a 3 parties dans le feuilleton qui vont devenir 3 volumes dans la réédition qu'on va sortir très prochainement. Et les 2 premiers sont des romans maritimes, avec un peu de science-fiction, mais à peine, parce que le sous-marin qu'il imagine, il existera peu après, comme on disait, c'est le U-boat. Et le 3e volume, une fois le débarquement en Angleterre fait, c'est de l'histoire militaire classique, mais avec vraiment, à mon avis, les plus belles pages qui ont pu être écrites sur les chasseurs. Oui. Non, je voulais préciser aussi, il y a encore une fois de plus des petits détails qui montrent à quel point Drian était en prise avec les événements et les problématiques de l'époque. Il décrit dans la guerre fatale une révolte de l'Irlande, dont nous célébrons cette année l'anniversaire, donc les Pâques sanglantes 1916. Donc il anticipe cette révolte irlandaise qui ensuite va féconder une véritable guerre de libération, d'une part, et d'autre part aussi il anticipe une indépendance des républiques bourgs d'Afrique du Sud, le Transvaal et l'État libre d'Orange, après cette guerre des bourgs, dans cette manière. Donc là aussi, il avait saisi les problématiques qui pouvaient se poser, les oppositions qui pouvaient se poser à l'Empire britannique à l'époque. L'Empire britannique qui, à l'époque, était tout puissant, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, selon la phrase bien connue de Rudyard Kipling. Chantre, ô combien magnifique, de ce vaste empire thalassocratique. Alors, la guerre des bourgs a eu un retentissement important en France. L'opinion française a pris fait et cause pour la cause bourg. Et Mabir explique dans son petit bouquin, je ne sais pas d'où il tient cette information, que Drian avait songé à s'engager avec Villebois-Mareuil. Voilà. Donc, il était très, très engagé dans cette cause. Et... il y a eu en France vraiment un mouvement de rejet de l'Angleterre. Je pense que l'entente cordiale a été imposée par les politiques, mais qu'il n'y avait pas une adhésion populaire très, très importante à cette idée. Je pense que les guerres napoléoniennes étaient encore dans toutes les mémoires, dans les familles, on en parlait encore, pour ceux qui, comme Drian, avaient eu un aïeul qui avait combattu. Et on pense quand même, si on pense à la revanche de Sedan, je pense qu'on pense aussi à la revanche de Waterloo. Et c'est ce qui met en scène dans la guerre fatale. Alors, il y a des choses amusantes. On dit que Drian était un visionnaire, mais alors il y a des choses tout à fait curieuses. Dans le premier volume, à Bizerte, puisque ça commence à Bizerte en Tunisie, où il a connu son beau-père, c'est l'endroit qui a marqué son destin. C'est là que le héros, enfin les héros, assistent à l'offensive anglaise qui se fait sans déclaration de guerre, de manière tout à fait odieuse. Et avant que les sous-marins n'entrent en scène, les Français se défendent avec des torpilleurs, qui sont des petits bateaux très rapides, et qui se sacrifient pour détruire des bâtiments plus vastes.
Et alors, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'à un moment donné, il y a 2 torpilleurs. Alors, ils n'ont pas de nom, ces tout petits bateaux, ils n'ont pas de nom. Ils ont des numéros. Et ces 2 torpilleurs sont le numéro 56 et le numéro 59. Et ces 2 torpilleurs vont héroïquement sauver une partie de la flotte française. Et alors, il faut savoir que le 22 février 1916, les 2 bataillons de chasseurs que commandait Drian, qui lui ont permis d'endiguer l'offensive allemande, portaient les mêmes numéros. C'était les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Donc, la guerre fatale, c'est le livre, à mon avis, le plus poignant de Drian, parce que d'une certaine manière, au moment où les Français débarquent en Angleterre, bon, c'est le camp de Boulogne qui enfin, le projet du camp de Boulogne qui enfin aboutit. C'est le projet de Napoléon, précisons-le pour nos plus jeunes auditeurs. Voilà, puisque bon, Napoléon avait massé des troupes à Boulogne pour passer en Angleterre, et puis bon, les réalités continentales ne lui ont pas permis de mener à bien ce projet. Bon. Donc, le débarquement en Angleterre, c'est vraiment quelque chose, on sent pour Drian, c'est la revanche de son grand-père qui a suivi les armées napoléoniennes. Je ne sais plus quelle est la formule d'Austerlitz à Vilna, je ne sais plus quelle... Tout le monde la reprend. Voilà. Donc, pour lui, c'est l'aboutissement du destin historique de la France. Voilà. C'est de mettre à bas la puissance britannique. Alors effectivement, il y a aussi une sympathie pour l'Irlande. Je ne sais pas s'il a connu des Irlandais ou des Irlandaises, mais il y a souvent des Irlandaises dans ses livres. Donc, excuse-moi, la formule c'était du Caire à Vilna, mais bon, on va pas pinailler là-dessus. Du Caire, oui. Voilà. D'accord. Et oui, n'oublions pas le pyramide. Oui, bien sûr. Donc, c'est un livre qui est assez étrange parce que la troisième partie est très différente des 2 premières. Ça pourrait être des livres, bon, c'est la suite, mais le personnage principal, qui est un officier de marine, n'apparaît que de manière anecdotique dans le 3e volume, on le voit passer. Il n'est pas du tout mis en scène. Et par contre, le général Jeannereau, qui est le commandant en chef des forces françaises, alors, il y a une explication, il y a une petite note à la fin. On apprend que c'est un camarade de Drian qui est mort jeune, qui est un jeune officier, qui est mort on ne sait pas dans quelles circonstances, à 22 ou 23 ans. Et en hommage à ce camarade dont il pensait qu'il avait potentiellement d'énormes qualités, il a imaginé qu'il aurait pu un jour être le général en chef, le généralissime des armées françaises, et qu'il aurait pu venger la défaite de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est un thème qui revient, puisqu'il a imaginé aussi qu'on ait pu aller le chercher dans son exil, qu'on ait pu aller récupérer l'empereur à Sainte-Hélène. Évasion d'empereur, voilà, en 1905. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un petit passage, non Non. Pardon Non, je n'ai pas. Non, il n'y a pas, bon. Pardon. Mais la pensée, à mon avis, de Drian s'exprime plus dans La guerre fatale que dans l'Invasion noire. Bon, c'est quand même une œuvre de jeunesse. C'est intéressant, c'est très intéressant aujourd'hui parce qu'il avait imaginé cette conquête islamique de l'Europe. Donc évidemment, par rapport à l'actualité, aux réalités d'aujourd'hui, c'est évidemment très intéressant. Bon, quand il écrit en reprenant un peu la même thématique, l'invasion jaune, après la guerre russo-japonaise, c'est un peu un bouquin de circonstances aussi. Alors c'est intéressant, mais surtout qu'il revient sur l'affaire des fiches, puisque c'est peu après. Donc il met en scène les députés, etc., à l'Assemblée, rongés par la franc-maçonnerie. Et bon, donc c'est un intérêt aussi pour ça, mais c'est pas, il se livre pas totalement. Je pense que c'est vraiment dans la guerre fatale qu'il le fait, que sa pensée s'articule. Et encore une fois, c'est l'affaire de Fashoda qui est le centre de tout ça. Et la ligne française après Fashoda, évidemment, n'est pas celle qui est à la faveur de Drian. Et on peut aujourd'hui essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être l'histoire du XXe siècle s'il n'y avait pas eu ce changement de ligne diplomatique. Si au lieu d'entreprendre l'entente cordiale,
on avait privilégié un accord continental, le monde serait très différent. L'Europe dominerait encore le monde. Évidemment, il n'y aurait pas eu le grand suicide collectif de la Première Guerre mondiale. La puissance américaine n'aurait pas éclos à la faveur de cette guerre tragique. Le monde ne serait pas marchand, ne tournerait pas autour du commerce international comme il le fait aujourd'hui. Les valeurs seraient différentes. Il n'y aurait pas eu les fascismes, donc je ne sais pas ce qu'on pourrait nous opposer comme moralement pour essayer de nous empêcher d'exister. Non, vraiment, tout serait différent et on ne serait pas, pour le coup, on ne subirait pas l'invasion noire, quoi. Voilà, tout simplement. Exactement, c'est ça qui est intéressant. J'espère que la plupart de nos auditeurs l'auront compris. C'est de voir la profonde actualité de Drian d'Henriet. Au-delà de certains aspects inévitablement datés, et c'est dans l'ordre des choses, on voit à quel point aujourd'hui ces positionnements, ces idées généreuses, cette capacité à allier les dimensions identitaires, nationales, sociales, avec quelques esprits aussi précurseurs de l'époque, en font une figure plus que jamais actuelle. En plus d'être un auteur captivant, qui nous plonge aussi dans une atmosphère très fin de siècle, mais une fin de siècle qui rejoint le début de notre siècle, nous, ce siècle de fureur et de sang qui s'annonce, malheureusement, de par l'impéritie coupable et criminelle de nos dirigeants depuis déjà des décennies, et des oligarchies qui nous dirigent très mal, mais qui se défendent très bien. Donc je crois que là aussi, c'était aussi un monde, un système auquel Drian s'opposait, un système qui était en gestation, dont déjà la progression était bien entamée, et surtout dont Drian avait bien identifié l'épicentre à l'époque. L'épicentre, c'était la City. C'était la City, ça allait devenir Wall Street. Et donc là, effectivement, comme vous le montrez très bien, cher Lionel, à travers justement cette guerre fatale, qui est un des ouvrages centraux de Drian à cet égard, où il montre à la fois son projet, sa vision du monde. Donc on voit que l'ennemi, qui aujourd'hui était bien identifié, donc dans cette déclinaison, on va dire, de l'époque, mais qui nous renvoie à celle d'aujourd'hui, effectivement, donc au-delà de l'aspect visionnaire aussi, de cette manière, donc de cet État islamique 120 ans auparavant, qui déjà s'en prenait à l'Europe et promettait donc les choses les plus funestes à ses ressortissants, à ses femmes notamment, comme on a pu le voir. On a pu voir déjà aussi des événements en acte de ce type il y a quelques semaines pour le passage à la nouvelle année. En tout cas, nous vous remercions vraiment beaucoup, cher Lionel, d'avoir fait de l'honneur et le plaisir d'avoir été présent dans cette émission pour présenter. Alors, je reviens un petit peu sur l'ouvrage en tant que tel. Donc, si j'ai bien compris, il va y avoir l'édition de la guerre fatale. D'autres titres sont prévus aussi Écoutez, Alors, le problème de l'invasion jaune, c'est que... en réalité, c'est une... certains ont cru que c'était une trilogie parce qu'il y a eu une édition, une réédition en petit format où on a redécoupé en 3 volumes. Mais le feuilleton lui-même, il y a 2 parties. Donc ça fait 2 volumes, mais c'est la continuation, d'une certaine manière, d'un bouquin qui a paru précédemment, qui s'appelait Ordre du Tsar. Donc, je pense qu'on va faire les 3 ensemble. Parce que, là, je suis dans cette logique de coffret. D'accord. Donc, l'invasion noire a paru dans un coffret en aluminium riveté. Alors, il y a une 50aine de rivets par coffret. Donc, les commandes sont parfois un peu longues parce que le rivetage est manuel. Donc, bon courage. quand les commandes arrivent trop groupées, parfois j'ai un peu de mal à suivre. Voilà. Donc l'invasion noire, le feuilleton était en 4 parties. Ça a donné 4 volumes. Qui sont avec une couverture un peu en hommage à Jules Verne. Alors le fond est bleu cerise, comme on dit chez les chasseurs. Avec une impression avec une encre métallique pour redonner un peu l'éclat des cartonnages de l'époque de ces feuilletons, puisque les gens achetaient les feuilletons, je sais pas, dans les débits de presse, j'imagine. Ils les reliaient eux-mêmes, mais ce qui restait était à l'époque relié par l'éditeur après dans ce qu'on appelait les cartonnages, c'est-à-dire ces livres rigides avec des frappes de métal à chaud.
Tout le monde a déjà vu les fameux cartonnages Jules Verne aux 2 éléphants, dos au phare, etc. Enfin bon, il y a tout un classement de ces différents cartonnages. Donc, on a rendu un petit peu hommage à ces cartonnages dans le graphisme des couvertures de l'Invasion Noire, puisqu'il y a des éléments graphiques tirés de Jules Verne, le fameux éventail, des choses comme ça, qui sont mélangés à une espèce de rouleau aussi, je ne sais pas comment appeler ça, qui porte le titre, mélangé à des gravures de Paul de Séman qui illustraient le feuilleton original. Voilà, donc on a fait des créations graphiques originales avec tout ça. Voilà, avec une typographie agréable aussi, précisons-le. Donc, et puis surtout cet aspect singulier, ce coffret donc, qui fera un petit peu qui aura une place singulière dans vos bibliothèques. Donc, où nos auditeurs et les plus intéressés, j'espère, donc, pourront avoir le plaisir de commander votre ouvrage et pour quelle somme? Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a une photo, donc il faut aller sur comptoirdeséditeurs.com, comptoir des éditeurs tout attaché, sans accent sur le « et » de éditeur. Voilà, c'est comme ça. Et vous verrez, j'ai mis un petit diaporama là sur la page d'accueil, vous verrez le coffret et puis les différentes couvertures. Donc, je précise que ce n'est pas le format du feuilleton de l'époque. Les bouquins font 15 par 22, c'est pas grand format, c'est un format moyen. C'est pas des livres de poche non plus, mais enfin c'est d'un format facile à manipuler, d'un format moderne. Vous pouvez lire ça, ça pèse pas 5 kilos, c'est plus commode que certains autres bouquins. Donc les 4 volumes s'insèrent dans le coffret en aluminium. Qui est quand même, je crois, un bel objet. C'est assez original. Là, Je confirme. Bon, on a quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. L'ensemble vaut 100 €, sachant qu'on offre aux acheteurs, en plus, un petit volume de 220 pages, je crois, une petite biographie de Drian, qui est apparue en 1919, juste après la guerre, écrit par un certain Jolivet, et qui fourmille d'informations sur sa vie. Il y a des extraits de correspondance. La plupart des bouquins qui ont été écrits depuis prennent leurs éléments là-dedans. Faut être clair. Donc, vous pouvez commander sur le site, donc pour la somme de 100 € plus les frais de port, enfin le site vous calculera ça tout seul, le coffret, et vous recevrez donc les 4 livres de la tétralogie dans leur coffret, plus la biographie. Tout ça pour 100 €. Que vous pourrez régler par carte ou par chèque. Quelqu'un m'a téléphoné l'autre jour pour me poser la question. Il ne faut pas hésiter à avancer dans le processus d'achat sur le site. Vous pourrez remplir vos coordonnées, etc. Et à la fin, simplement, vous cochez paiement par chèque. Votre commande existe. On l'a, elle est là, elle attend le chèque. Et votre paquet est prêt, si on n'a pas eu trop de coffrets à fabriquer dans la journée. Et dès lors qu'on le reçoit, c'est expédié. Voilà. Donc, comptoirdeséditeurs.com. À venir, donc, la guerre fatale. Oui, alors la guerre fatale, parce que le coffret en aluminium, c'est en référence au ballon. Mais il se trouve que le sous-marin, c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi un truc en métal avec des rivets. Alors pourquoi pas, finalement? Alors, et il se trouve que les 3 volumes de la guerre fatale, qui sont plus gros, ont le même encombrement que les 4 volumes de l'Invasion Noire. Alors, que voulez-vous faire? On va être obligé de refaire un coffret, le même, avec la guerre fatale à l'intérieur au lieu de l'Invasion Noire. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site comptoirdeséditeurs.com à ce qu'on appelle la newsletter, pour être informé au moment de la sortie, qui ne devrait pas trop tarder, de la guerre fatale. Et de la même manière, un peu plus tard, pour l'invasion jaune, avec on dirait aujourd'hui son préquel, Ordre du Tsar, qui feront également une trilogie. Alors je vais peut-être voir si je fais un coffret en bambou, c'est à réfléchir. Voilà. Ça peut être livré avec vous pourrez le débiter après pour manger vos nems en baguette. Enfin, on va essayer de faire quelque chose d'un peu créatif. Voilà. Alors, le bambou, moi je reviens le bambou. Ça serait bien vu, ça, je trouve que ça ferait pas mal, le bambou. Aluminium plus bambou, archéofuturiste, quoi, cette dernière. Bien, mais écoutez, c'était Monsieur PGL, avec bien sûr la subversive et indispensable assistance de notre ami Wilsdorf, du camarade Wilsdorf, qui est toujours fidèle au poste,
qui recevait donc aujourd'hui Lionel Bosserel, éditeur, donc du comptoir des éditeurs, pour la réédition donc de L'Invasion noire et surtout l'évocation qui, j'espère, vous aura captivé et intéressé de cette figure singulière que fut Drian d'Henritte. Monsieur PGL qui vous dit plus que jamais à l'abordage et pas de quartier.